Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Ouais. Donc, vous inquiétez pas, moi, vous allez me comprendre quand je parle. Donc, c'est mon accent qui est... Donc, en fait, pour illustrer ce que Jérôme a montré de façon très fondamentale, c'est comment on fait de la modulation, de la neuromodulation chez nous au Québec. Donc, pour commencer, quelques chiffres sur le centre cerveau, vous le connaissez certainement pas. Donc, on est situé dans la ville de Québec. On est affilié à l'Université Laval. Comme disait Cindy, on est un des plus gros centres en neurosciences et en santé mentale au Canada. Vous avez ici quelques chiffres. Là. On est quand même à peu près 600 personnes dans notre centre, consacré donc à l'étude du cerveau et puis de la santé mentale. Donc, mais on couvre assez large, contrairement au Vinatier. On a tout un pan de recherche fondamentale. Donc ça, c'était juste pour vous donner quelques chiffres sur ce qu'est cerveau. Puis, cerveau est rattaché à ce qu'on appelle un CIUS, c'est-à-dire, en fait, c'est une organisation territoriale des soins de médecine et des services sociaux. CIUS qui veut dire Centre intégré universitaire pour les services sociaux à la capitale nationale. C'est donc notre territoire, Québec, la ville de Québec et la région autour. Puis, notre hôpital, vous le voyez ici, c'est l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Donc, ce qui est important ici, puis à retenir, c'est vraiment l'étendue de notre territoire. Donc, c'est à peu près 750 000 personnes, mais sur un gros territoire quand même. Je pense que j'ai regardé, c'est à peu près 5 ou 6 fois Lyon, ce que j'avais vu là. Et puis, un chiffre à retenir qui va être un peu le fil rouge de ma présentation, c'est qu'on a des patients qui doivent faire 3 heures de route à peu près pour venir nous voir. Donc ça, c'est très important parce que c'est des informations qu'on tient en compte pour l'élaboration de nos services de soins, notamment en neuromodulation. Alors, historiquement, à Québec, on est chanceux, on a une grosse clinique en neuromodulation avec 9 psychiatres. Vous les voyez ici, il en manque un neuvième, on l'a jamais trouvé. Et puis, c'est comme les mages bleus là dans le Seigneur des Anneaux là. Ils existent, mais on ne sait pas où ils sont. Puis la particularité qu'on a nous à Cerveau, c'est qu'en fait, sous un même toit, on a différentes techniques d'intervention qui comprennent les ECT, la TMS, la stimulation profonde, la DBS, comme disait Jérôme, la VNS, puis également la kétamine. Donc, c'est l'injection de kétamine là, pour neuromoduler également l'activité. Donc, ça, c'est assez unique. Puis, l'autre chose qu'on a, c'est que c'est des psychiatres qui ont été formés à différents endroits, comme vous voyez. Donc, ils ont un gros background en neuromodulation. Par contre, ils ont quelques petits enjeux, nos collègues. Premièrement, ils ont une liste d'attente qui est assez conséquente. Puis j'imagine ici, post-Covid, ça a été pareil. Hein, tout a explosé là, donc beaucoup plus de demandes de soins, notamment en dépression, parce que la dépression, c'est l'indication majeure par Santé Canada, je pense que c'est un peu l'équivalent de la haute autorité de santé ici. Là. Donc, c'est approuvé au Canada pour la TMS pour la dépression. Et puis surtout, ils ont des problèmes de maximisation de trajectoire des soins, c'est-à-dire qu'en gros, ils tâtonnent pas mal parce qu'ils sont souvent troisième ou quatrième ligne, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des patients qui sont à peu près tout essayés, puis à peu près rien n'a marché. Et donc, souvent, ce qu'ils ont, on commence par le CT. Bon, ça marche pas, un petit coup de TMS. Puis après, on passe à autre chose. Puis ce qu'ils savent pas trop, c'est quand commencer, quand switcher sur une autre intervention, etc., etc. Donc, ils ont un peu du mal à optimiser tout ça. Donc ici, vous voyez, par exemple, je vous parlais des volumes. Donc, on a quand même la chance d'avoir des gros volumes en termes de traitement. On donne à peu près, on va dire, 2000 CT puis 2000 TMS annuels. Mais vous voyez, par exemple, que pour la TMS, on parle de 6 à 12 mois d'attente, alors, la kétamine, pareil, alors qu'on devrait être dans un délai optimal de 1 à 2 mois. Puis, mes collègues cliniciens le savent beaucoup mieux que moi. À force de trop attendre, on est dans une spirale un peu infernale avec l'aggravation des symptômes, chronicisation, etc., etc. Puis en bout de ligne, on a une diminution de l'efficience des interventions. À l'autre bout du centre, y a nous, la recherche. Donc, on a plusieurs chercheurs qui se consacrent à la neuromodulation, à la fois chez le sujet sain, mais également aussi en santé mentale. Nos forces, c'est vraiment d'avoir des installations de pointe dédiées à la recherche. On a une Siemens Prisma 3T qui est purement recherche. On a également de l'EEG qu'on peut coupler. Puis, on a ce
ce bras robotique articulé qui vient de Strasbourg, qui permet en fait de faire une neuronavigation, une neuromodulation de précision. Donc on a vraiment cette chance-là d'avoir ces équipements. On a également 2 chaires d'excellence du Canada à cerveau en santé mentale, ce qui est assez exceptionnel, je pense même unique au Canada. On a Pierre Marquet qui vient de Lausanne, puis Steven Loris qui vient de Belgique, qui sont chez nous. Puis c'est des chaires qui viennent avec plusieurs millions de dollars, donc c'est vraiment des catalyseurs en termes de recherche. Puis on a de la chance parce que ce sont 2 cliniciens. Pierre, lui, il est psychiatre, Steven est neurologue, donc pour eux, travailler, intégrer la recherche et la clinique, c'est extrêmement important. Puis, dans l'avenir, on va encore injecter à peu près 12, 13 millions de dollars pour s'équiper d'autres équipements comme le EEG, puis améliorer notre offre en termes de techniques de neuromodulation. Par contre, nous, les problèmes qu'on a en termes de recherche, c'est la difficulté de recrutement qui s'est encore aggravé plus avec la COVID, parce que les faibles liens qu'on avait avec les cliniciens se sont un peu délités. Donc, on a beaucoup de chercheurs qui sont en fait, qui travaillent chez le sujet sain, le contrôle, parce qu'on a du mal à avoir des patients dans nos études, et puis quand on en a, on a du mal à les retenir. Donc finalement, la question qu'on s'est posée, on s'est assis tous ensemble, on a dit mais comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour en fait intégrer, unir la recherche et la clinique. Donc vous voyez, on a nos forces d'un point de vue clinique, on a des médecins qui sont très bien formés, des gros volumes, une pluralité d'interventions, mais des problèmes sur la liste d'attente et maximisation des trajectoires de soins. Puis nous, les chercheurs, ben on a des bons équipements, on publie pas mal. C'est sûr, rien comparé à Jérôme, hein, mais on se défend. Puis on a du mal à avoir des participants, des patients dans nos études. Donc, on a du mal, en fait, à développer des nouvelles interventions pour les patients. Et donc, l'idée qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a décidé de s'allier et de créer, roulement de tambour, l'unité de neuromodulation intégrée à la recherche qui s'appelle, en fait, UNIR. Je disais, lui, je ne suis pas aussi chiant que lui dans mes présentations. Hein. Donc, les objectifs de UNIR, c'est d'optimiser les traitements et les interventions en alliant recherche et clinique. C'est de valider scientifiquement des nouveaux traitements. C'est également de permettre à des participants et à des patients de participer à des protocoles de recherche. On est un CIUS, puis le U du CIUS, c'est universitaire. Donc, on a une mission universitaire et donc on se doit de proposer aux patients de pouvoir participer à la recherche. C'est une de nos missions. Et puis également d'avancer, notamment faire des avancements sur la médecine de précision en psychiatrie, qui est un peu le fil rouge également de ces premières présentations, et le tout dans un principe de science ouverte, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, toutes les recherches qu'on mène, on les ouvre à la communauté à travers le monde, c'est-à-dire à la fois nos protocoles, nos données, nos publications, etc., etc. Donc ça, c'est les 5 missions de UNIR. Maintenant, comment UNIR fonctionne? Donc en fait, UNIR, c'est une banque de données dédiée à la neuromodulation. Donc on est arrimé avec l'unité clinique de neuromodulation. Donc il y a une infirmière de recherche ou un professionnel de recherche qui sont là, qui vont permettre de recruter les participants. Puis ils vont consentir à ce que leurs données cliniques, sociodémographiques, etc., soient recueillies, soient collectées. Ça rentre dans une banque de données. Puis quand on aura un volume suffisant pour ça, on implémentera des outils en intelligence artificielle qui vont pouvoir analyser ces données et les data miner, comme on dit en bon français, pour aboutir en fait à une médecine de précision. Ensuite, toutes ces informations-là vont aller soit vers la recherche, sous forme de publications scientifiques, puis ça va beaucoup aider nos partenaires, je vais vous en parler un peu plus tard. Puis nous, notre mission, en fait, ça va être de designer, d'élaborer de nouveaux traitements et également d'affiner ce qui existe déjà. Après, cette donnée peut également se retourner soit vers le CIUS, c'est-à-dire dans l'organisation hospitalière, où on peut documenter l'efficacité des traitements, et puis également éventuellement soutenir l'achat de nouveaux équipements
en essayant de convaincre nos gestionnaires qu'il faut investir dans le secteur de la neuromodulation. Mais ça peut également revenir sous forme de rapports détaillés, d'une médecine de précision individualisée. Ça revient au médecin qui peut dire à son patient, oui, tu réponds au traitement, non, tu réponds pas. Et ensuite, on peut analyser les trajectoires de soins. Est-ce qu'il est temps de passer à une autre technique ou est-ce qu'on continue avec cette technique d'intervention, etc., etc. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une médecine de précision. Donc, ça, c'est pour UNIR. Puis, comme vous voyez, en fait, un des partenaires de UNIR, c'est l'Alliance Santé Mentale du Québec. Donc, l'Alliance Santé Mentale du Québec, c'est une initiative du FRQS, qui est le Fonds de recherche du Québec en santé, qui est un peu l'équivalent de votre INSERM, je vous dirais. Donc, une des missions, c'est-à-dire que le FRQ a décidé d'injecter plusieurs millions de dollars pour, en fait, structurer la recherche en santé mentale au Québec. Donc, historiquement, on a 3 acteurs majeurs. Il y a le Centre Douglas, il y a l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et puis nous à Cerveau, mais on avait l'habitude de travailler un peu en silo. Puis avec l'Alliance santé mentale au Québec, la volonté du FRQ, en fait, c'est qu'on travaille ensemble et non plus en silo. Donc, on a créé ça avec les 3 directions, Marc Corbière, qui est le directeur de l'IUSMM, Martin Lepage de Douglas, et puis Marc Hébert, qui est ici présent, que vous entendrez un peu plus tard, qui est le directeur, le co-directeur pour représenter Cerveau. Puis on a plusieurs missions, en fait. J'ai pas trop le temps de développer, mais je vais surtout vous parler de celle-là. Et une de nos missions, en fait, c'est développer de nouvelles interventions, dont la neuromodulation. Et donc, dans notre axe intervention, c'est comme ça qu'on l'appelle, où on a la neuromodulation. Notre idée, donc, c'est d'implanter de nouvelles pratiques innovantes dans le réseau de la santé. C'est vraiment notre mission. C'est pas de créer des choses qui restent en laboratoire, mais c'est de l'implanter dans le milieu de la santé. Et pour ça, en fait, on est sur un modèle de co-construction entre scientifiques, cliniciens, gestionnaires et usagers. Donc, on participe tous à ça. Ça, c'est notre comité, donc, que je dirige avec Catherine Picard, notre coordinatrice, puisque vous pouvez voir ici, c'est qu'on a à la fois des cliniciens-chercheurs, des représentants d'étudiants, une patiente partenaire, Gilliane, qui est aujourd'hui présente avec nous, qui va parler ensuite après moi. Puis on a également la chance d'avoir Jérôme comme partenaire. Là, on travaille qu'avec les meilleurs. Hein. Donc, c'est une sommité mondiale. Donc, on a la chance de l'avoir, mais on a également d'autres. Donc, le pire, c'est que je suis même pas ironique cette fois-ci. Puis, donc, nous, ce qu'on a choisi de faire, donc, dans notre co-construction, donc, c'est vraiment de tester la neuromodulation, son efficacité, son potentiel et sa disponibilité. Puis pour ça, on finance plusieurs projets, dont un qu'on appelle entre nous le Stanford, qui est en fait un protocole de TMS accéléré, c'est-à-dire on concentre le nombre de sessions qui sont nécessaires pour améliorer l'état du patient dans un court laps de temps. Et l'idée, en fait, c'est de réduire le temps passé à l'hôpital. Ça, c'est toujours un enjeu. C'est-à-dire que plus les patients restent, plus ça coûte cher. Les patients, vous vous rappelez, là, ils doivent venir de loin, ils doivent se déplacer. Ils peuvent pas venir pour une séance de stimulation 20 minutes par jour pendant 1 ou 2 semaines. Là. Donc, ils restent sur place, on les stimule intensément. Donc, c'est un peu l'idée. Puis, dans cette idée, c'est en fait de travailler sur les symptômes négatifs de la schizophrénie, symptômes négatifs répondant difficilement au traitement par antipsychotique. Donc là, l'idée, c'est de faire une TMS accélérée pour réduire les symptômes négatifs de la schizophrénie. Et puis, également, c'est de voir l'effet de la neuronavigation sur l'amélioration du traitement. La neuronavigation, c'est-à-dire, en fait, vous couplez votre séance TMS avec, Jérôme a montré, la TMS a quand même une résolution spatiale très intéressante, mais on peut encore faire mieux en faisant une IRM au préalable pour vraiment guider très précisément la stimulation. Donc ça, c'est une étude qu'on finance. Donc là, vous voyez un peu le schéma de façon très, très, très grossière. Donc, les patients arrivent, ils font une IRM. Cette IRM, ensuite, va permettre d'identifier l'endroit où on doit stimuler. Puis ensuite, on a de la TMS de façon un peu intensive pendant 5 jours. Puis ensuite, on a un suivi post-traitement de 1 à 3 mois. Et donc, les retombées potentielles de cette étude, c'est simplement
on étudie la faisabilité d'une implantation d'un tel protocole en clinique dans l'hôpital pour également voir s'il y a également une très bonne acceptabilité de ce genre de traitement. Je ne vous cache pas quand même que c'est assez épuisant, là, vu que c'est intense comme, en termes de stimulation. Mais l'idée, c'est également, in fine, c'est d'avoir un nouvel outil thérapeutique pour adresser les symptômes négatifs en psychose, en schizophrénie. La deuxième étude qu'on a choisi de soutenir, c'est une étude de soins à domicile en télémédecine qui s'appelle Tentadis, qui est pilotée par Lionel Caillol, qui vient de l'Institut universitaire en santé mentale et qui d'ailleurs est venu se former quasiment 1 an ici dans l'équipe de Jérôme en neuromodulation. Et donc, finalement, Lionel est revenu puis a lancé cette étude. Donc, c'est une étude sur la dépression dans le trouble de la personnalité limite, le TPL, qui est très peu adressé. Et puis, l'idée vraiment ici, c'est l'idée d'une thérapie à domicile. Encore une fois, on a un vaste territoire. Faire bouger les gens, ça vaut peut-être pas toujours la peine. Souvent, comme disait Jérôme, une TDCS, ça peut être intéressant parce que c'est plus petit, c'est moins coûteux, ça peut se transporter et peut-être qu'il y a des patients qui n'ont pas besoin de venir à l'hôpital. Si on peut les traiter à domicile, ben, ça va éviter tout le coût qui est engendré. Et puis, on n'est jamais mieux que chez soi finalement, hein. Donc, c'est ça vraiment l'idée de cette TDCS à domicile. C'est sûr qu'on teste également en projet pilote l'implantation de tout ça parce qu'en termes d'organisation et puis d'intendance, c'est pas forcément facile à gérer. Donc, vous avez ici, en fait, pour l'intervention, je pense que je dois cliquer sur la petite vidéo. Je ne sais pas si ça marche. Non, ça marche pas. Bon, en tout cas, c'est une petite vidéo qui est proposé aux patients de cette étude et qui leur montre vraiment comment installer la TDCS. Et donc, ils ont cette vidéo. Il y a également, tous les jours, au moment de recevoir la stimulation, une personne se connecte, regarde si le dispositif est bien placé, etc., etc. Et puis, il y a un entraînement cognitif. Et également, on prend des petites montres Fitbit qui permettent de mesurer le rythme cardiaque, le sommeil, l'activité. Parce qu'en fait, on est de plus en plus dans une vision intégrée des soins, c'est-à-dire que vous avez beau traiter quelqu'un, mais si cette personne ne dort pas, ne mange pas bien, fait pas d'activité sportive et quoi que ce soit, c'est comme un peu vider l'océan avec une petite cuillère. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal. Donc là également, on essaye d'avoir ces mesures concomitantes pour cette intervention-là. Et donc, en termes de retombées, c'est vraiment un projet pilote pour savoir si on peut faire des soins à domicile en termes de neuromodulation avec également notre territoire. Il est vaste, hein, notre CIUS. Et puis, on a aussi beaucoup de gens qui vivent à la campagne. Donc, ça permet aussi de voir la différence entre milieu rural et milieu urbain. Et puis, par rapport à la TMS, qui est un peu plus lourde, peut-être plus efficace, mais plus lourde, on est également dans un modèle où ça coûte moins cher et on peut également faire diminuer nos listes d'attente. Vous vous rappelez, là, il y en a qui ont besoin de presque 1 an d'attente pour avoir une TMS. Ben ça, en attendant, plutôt que de rien leur donner, ils peuvent faire de la TDCS à domicile. Donc ça, c'est vraiment l'idée. J'ai 2 petites diapos encore et c'est fini. Et puis donc, notre étape, c'est vraiment, notre idée, l'étape ultime, c'est vraiment de démocratiser la neuromodulation, de l'élargir dans plusieurs domaines. Et puis, ça, je pense que Marie-France en parlera aussi, c'est des marqueurs de réponse, c'est comme le Saint Graal. Qu'est-ce qui fait que des patients vont répondre, pas d'autres? On est vraiment tous dans ces questionnements-là. Donc, en conclusion, si vous prenez unir la SMQ et puis toutes nos initiatives, ce qu'on vise vraiment, c'est d'être dans une approche collaborative pour développer les interventions. Puis on vise vraiment des retombées concrètes et partagées avec la science ouverte, donc entre cliniciens, chercheurs, gestionnaires également très important et notamment et surtout les patients. Bon, la dernière, c'était pour les remerciements. Merci.